à vous. Bonjour, merci pour cette invitation. Merci à vous d'être là ce matin. Vous avez dirigé successivement l'Institut Pasteur, l'INSERM. Aujourd'hui, vous pratiquez, vous enseignez essentiellement aux États-Unis, mais vous êtes surtout à la tête du Global Virus Network qui regroupe actuellement les plus grands chercheurs mondiaux sur la virologie, et votre travail est entièrement dédié aujourd'hui à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Oui, absolument. Le Global Virus Network qui a été créé il y a quelques années, c'est un groupe de virologues, de scientifiques qui ont simplement uni leurs forces, leurs compétences pour collaborer, pour lutter contre tous les virus humains et bien sûr, comme vous l'avez dit, sur Covid-19 pour l'instant, et pour trouver des solutions. Ça n'est absolument pas en compétition avec les organismes de recherche nationaux, internationaux et les grandes institutions, ni avec le conseil scientifique. Ce que ça apporte, c'est une réactivité. On peut en quelques heures réunir, y compris en vidéoconférence, si vous voulez, des scientifiques du monde entier pour discuter d'un sujet, trouver une solution. C'est l'indépendance. Et c'est un point extrêmement important, y compris pour la communication au grand public. Et enfin, c'est une approche internationale, parce qu'on voit trop souvent, et pas seulement en France, une approche purement nationale des problèmes, alors qu'on a affaire à une pandémie. Et alors justement, vous qui présidez cet organisme mondial composé des meilleurs spécialistes, vous observez, vous compilez en temps réel toutes les données venues du monde entier. Quel est votre regard? Est-ce que le pire est derrière ou devant nous, professeur Bréchot? Je dirais d'abord qu'il faut être très humble. Je trouve qu'on entend trop de grandes vérités qu'on nous assène. Il faut rester humble et dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Maintenant, clairement, il faut dire qu'on ne vit pas simplement une crise sanitaire, on vit un changement d'époque. C'est-à-dire? Après, si vous voulez, le sida, les grandes pandémies de la grippe, après Ebola, Zika, chikungunya, on est dans une situation où on voit un virus extrêmement contagieux avec une mortalité très faible, totalement bouleverser tout notre équilibre et nous menacer de façon considérable. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour votre question dans le futur? Je pense qu'il est infiniment probable, et je serais très heureux de me tromper, mais il est infiniment probable qu'on va vivre avec ce virus pendant assez longtemps. On va finir par le contrôler avec des traitements, avec des vaccins, avec des précautions, mais on va vivre pendant longtemps et il peut y avoir d'autres pandémies qui sont derrière. C'est-à-dire d'autres virus, ça veut dire que on s'attend dans la communauté scientifique à ce que d'autres virus émergent. On a vécu pendant près d'un siècle, depuis la grippe espagnole, sans connaître de pandémie comparable à celle que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi cette accélération? Alors, il y a deux choses. Quand vous dites sans connaître, peut-être parce qu'on ne s'en apercevait pas aussi. Voilà, voilà. Il faut quand même bien voir ça. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'en fait, on voit une accélération. Si vous prenez simplement les coronavirus, il y a 7 coronavirus humains, les 4 qui sont les rhumes banaux et puis 3 plus graves, dont SARS-CoV-2, eh bien, sur les 7, 5 sont apparus au cours des 20 dernières années. On a l'impression quand même d'une accélération, et puis on parle de coronavirus, mais il y a d'autres virus qui sont en Afrique, etc. Donc, est-ce qu'il y aura des nouvelles pandémies? La réponse honnête, et on ne sait pas très bien, mais est-ce qu'il y a un risque? Oui, absolument. Et s'il y a, pour résumer les choses de façon un petit peu brutale, ça veut dire que cette nouvelle ère dont vous parlez, avec ses restrictions, avec ses masques, avec ses gestes barrières, ce sont des habitudes que l'on doit prendre peut-être pour les prochaines années. On dit toujours que la crise sanitaire va avoir une issue. Vous vous dites va falloir beaucoup de patience. D'une part, mais ce qu'on dit surtout, enfin, ce qu'on dit également, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à des nouvelles modalités d'organisation, si vous voulez. Et c'est ça, le Global Virus Network. On prétend absolument pas à nous tout seuls trouver des solutions, hein, mais on peut participer à ça. Je pense qu'il faut qu'on trouve des modes d'organisation où on est mieux préparé, plus réactif, et aussi où on fait mieux bénéficier la population générale des progrès de la science et de la technologie. Et ça, c'est pas une réflexion qu'on doit avoir en disant quand la crise sera finie, on réfléchira pour la suivante. C'est maintenant et ça doit être fait de façon internationale. Et je me permets d'insister parce qu'on ne se sortira pas de cette affaire si on continue à voir ça de façon purement nationale. Professeur Bréchot, est-ce que le problème des tests, des diagnostics fait partie des nouvelles pratiques que vous encouragez de vos voeux? Vous dites notamment que les tests PCR les plus pratiqués aujourd'hui ne sont pas totalement efficaces. Disons que le diagnostic, si vous voulez, l'identification rapide et fiable du virus, c'est un élément essentiel du contrôle de la maladie infectieuse et qui a été un peu sous-estimé dans les années précédentes. Et c'est un élément essentiel par rapport à votre question pour vivre justement sans trop de restrictions et pour concilier
la protection de la santé, mais évidemment le redémarrage de l'économie. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Alors, je pense que ce qu'il faut, on est frappé par le décalage entre le progrès technologique et les tests qui sont appliqués. On continue à avoir des prélèvements dans le nez qui sont quand même assez traumatisants. Et le test PCR, en lui-même, il est fiable, mais suivant la manière dont vous faites le prélèvement et tout, vous pouvez avoir des faux négatifs. Au même moment, on avait une réunion récemment du Global Virus Network, vous avez les tests salivaires. Nous, on les avait annoncés depuis plus de 2 mois. Vous avez des tests rapides, vous avez des tests moins chers. Alors, il faut bien se comprendre, on est tous d'accord qu'il faut valider les tests et que ça prend du temps. Mais cette validation, cette manière de faire bénéficier la population, elle doit être faite non pas au niveau national, mais au niveau international, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Ces faux négatifs dont vous parlez, professeur Bréchot, on sait en estimer la proportion parce que ce sont des personnes qui se croient inoffensives, entre guillemets, et qui peuvent transmettre la maladie. Oui, mais si vous voulez, on estime autour de probablement de 20 à 30%, ce qui est beaucoup, mais ça veut quand même dire 70% de vrai. Je faux négatifs. Oui, voilà, mais qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que les tests actuels sont de mauvaise qualité. Ce que je suis en train de dire, c'est que avec les tests tels qu'on les fait actuellement, jamais on va s'en sortir pour réussir à concilier une vie à peu près normale, en prenant des précautions et en relançant l'économie. Et on a des technologies qui sont là. Donc pourquoi on les prend pas ? Les tests salivaires notamment. Dont les tests salivaires qui changent beaucoup de choses. On parle beaucoup des contaminations à l'école. Comment vous voulez aller tester des enfants en leur faisant... C'est un exemple. Donc c'est ça qu'on cherche à dire. Et il faudrait vraiment dire que personne ne dit que c'est facile. On est tout à fait honnête, si vous voulez. Mais on peut faire beaucoup mieux. On lit à peu près quotidiennement de nouvelles informations, de nouvelles échéances pour l'arrivée d'un vaccin qui serait efficace contre le Covid-19. Quelle est la réalité, professeur Bréchot? Est-ce que les progrès sont là? Est-ce que la perspective d'un vaccin dans les prochains mois est pour vous crédible? Alors, d'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il est quand même vraiment très probable qu'on aura un vaccin. Ça paraît évident de dire ça, mais ça ne l'était absolument pas il y a quelques mois contre un coronavirus. Et ça, c'est un effort génial qui a été fait. Alors, ce qu'on va voir arriver, on va voir arriver ce que j'appelle une première génération de vaccins. En 2021, à partir de... C'est très difficile, mais à partir, disons, de début 2021, qui auront une efficacité partiels, mais qui seront quand même utiles. Et puis, on va voir arriver ensuite une deuxième génération de vaccins, plus basée sur les réponses d'immunité cellulaire. Moi, personnellement, mais c'est tellement difficile de faire des prédictions, mais je réponds à votre question, je pense que c'est pas avant la fin 2021 qu'on pourra réellement penser à des vaccinations de masse. Mais un point fondamental, c'est la sécurité. Voilà. Et je trouve que là, il y a eu un progrès de prise de conscience, à la fois au niveau des industriels, au niveau des autorités. Il faut qu'on arrête de délirer. Bien sûr qu'il faut aller vite, mais on doit assurer une sécurité. Plus de la moitié des personnes ne veulent pas se faire vacciner, à la fois en France et aux États-Unis. On doit d'abord assurer... Et comment vous expliquez cette méfiance alors que justement les précautions sont prises à leur maximum? Comment vous expliquez ce paradoxe On ajoute deux choses. On ajoute une méfiance spontanée, malheureusement, vis-à-vis des vaccins qui s'est pas mal développée en France, mais également aux États-Unis, dans d'autres pays, plus une vaccination spécifique, parce que les gens disent c'est quelque chose de nouveau, ça m'inquiète, je vais attendre un petit peu de voir ce que ça donne. Donc il faut offrir des garanties, une sécurité totale le jour où absolument. Il y aura... Et il faut mieux prendre un peu de temps et assurer une sécurité et avoir quelques mois derrière. Et par ailleurs, justement, être meilleur sur le diagnostic, meilleur sur les précautions, que de tout gâcher. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages que vous nous avez apportés ce matin. Professeur Christian Bréchot, je rappelle que vous dirigez le Global Virus Network, cette organisation mondiale qui s'occupe aujourd'hui du Covid-19. Laurent Vignolas, c'est à vous et bonne journée. Bonne journée aussi à vous, messieurs. Merci Jeff, merci professeur.